Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous sur Monaco Info. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce dimanche 24 novembre. La No Finish Line est officiellement terminée, bilan 319 000 km parcourus cette année. Le mauvais temps n'a pas aidé les organisateurs à battre le record qu'ils s'étaient fixé, mais l'engouement pour cette course du cœur ne s'est pas démenti pour autant. Nous reviendrons sur le Grand Prix de Las Vegas, où Charles Leclerc a terminé au pied du podium. Et puis, nous prendrons la direction du Rocher, où la Principauté a célébré aujourd'hui la Sainte Cécile, patronne des musiciens, avant d'évoquer le Baby Clash, un terme nouveau pointant du doigt la période de crise vécue par de nombreux parents après l'arrivée d'un nouveau-né. Après avoir accueilli des milliers de courageux pendant une semaine, dont sa marraine, la princesse Charlène, pour le lancement, la 25e No Finish Line s'est terminée cet après-midi. Interrompue par moments en raison des intempéries, la course du cœur n'a pas battu son record en termes de kilomètres, mais le bilan reste largement positif, comme nous l'explique Patricia Navarro sur des images d'Arnaud Imbert. L'objectif avait été affiché par les organisateurs, franchir la barre des 330 000 km parcourus en un peu plus d'une semaine, mais la météo en a décidé autrement. Le vent et enfin la pluie lors de la dernière matinée de course ont freiné le compteur de la No Finish Line, mais le record de l'an passé a été battu avec 319 000 km parcourus contre 315 000 en 2023. Pour les 25 ans de cette course qui a fait des émules dans le monde entier, c'est un flot ininterrompu de coureurs, marcheurs, petits et grands et même des chiens qui ont arpenté le circuit au départ du chapiteau de Fontvieille. Nous avions très bien commencé avec beaucoup de préinscriptions, bien au-delà de ce que nous avions eu les autres années. Nous étions à plus de 11 000 préinscrits, c'est-à-dire que les gens s'étaient vraiment motivés avant, donc on était très contents parce qu'on s'est dit ça va être une belle édition. Et effectivement, nous sommes à plus de 13 900 inscrits pour cette édition, donc les gens sont venus aussi sur le circuit s'inscrire Nous avons vendu la dernière piste il y a à peu près une vingtaine de minutes. Et il y a toujours une course dans la course, puisque certes l'ambition principale est de récolter des fonds pour soigner des enfants malades, mais depuis la création de la No Finish Line, des coureurs au long cours en ont fait un défi personnel. Ils enchaînent les tours en ne s'octroyant que de courtes pauses de récupération. Reiki est le champion des champions, et chez les femmes, c'est une habituée du podium, Mimi Chevillon. Cette semaine a été très mouvementée pour ma part et c'est ma première expérience sur le multijour et j'ai choisi Monaco parce que j'ai entendu beaucoup de bien et j'ai parcouru plus de 800 km. Quel est votre secret? Comment vous êtes-vous organisé? Alors pour ma part, je ne suis pas un coureur rapide. Donc à mon avis, pour moi, pour engranger le plus de kilomètres, l'important est d'avancer le plus longtemps possible. Donc j'ai beaucoup économisé sur le temps de repos. Et j'ai très peu dormi, j'ai opté pour une stratégie de micro-sieste. C'est-à-dire je vais dormir par des tranches de 15-20 minutes régulièrement au lieu de faire une longue nuit. C'est le plaisir de venir ici et de faire le maximum de kilomètres. Voilà, pour les enfants, je trouve que c'est une bonne formule. 1 kilomètre, 1 euro. Par équipe, pour les entreprises, la victoire revient au centre cardio-thoracique qui a parcouru plus de 11 700 km. Et pour les associations, Special Olympics peut être fier de ses 8 900 km. On est toujours là, donc forcément c'était normal qu'on soit là pour les 25 ans. Après, effectivement, on commence 1 mètre de nos finish line, on rentre dans le jeu de la compète et du classement. Donc on a lutté avec des belles équipes au général, donc on finit sur le podium. C'était très compliqué parce que ça revenait derrière. Et au final, premier assos, donc je pense que les gars, on peut le voir, ils sont heureux, satisfaits. Et puis nous, en tant qu'encadrants, on a montré à tout le monde qu'on avait des gars courageux, tenaces et qui avaient de l'envie. J'en ai fait 207 km pour le centre cardio. On a marché sous la pluie, dans le froid. Et on a eu le soutien de tout le monde. Franchement, c'était beau. Et ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Tous les regards sont d'ores et déjà tournés vers 2025 pour la 26e édition d'une course qui compte toujours plus d'adeptes.
Frustration, c'est le mot qui ressort de ce Grand Prix pour Charles Leclerc. À Las Vegas, le pilote monégasque est arrivé 4e, place identique à celle qu'il occupait sur la grille de départ. Dès les premiers tours, celui que l'on surnomme le petit prince de la F1 a montré un bon rythme, mais la gestion des pneus s'est avérée problématique. Les Mercedes étaient en grande forme aujourd'hui, a reconnu le pilote Ferrari à Canal+, avant de féliciter son concurrent Max Verstappen, qui a remporté la course et décroché ainsi son 4e titre mondial. Elle a décroché la 6e place en Arabie Saoudite. La nageuse monégasque Lisa Pou a signé cette belle performance vendredi lors de la dernière étape de la Coupe du Monde de natation en eau libre et termine ainsi 10e au classement général du 10 km en ayant pris part à 4 des 5 étapes du calendrier. En prime, Lisa Pou finit 2e du classement sprint cette saison. À noter également la 29e place d'Esteban Faure lors de cette 5e et dernière étape, une course formatrice pour le jeune nageur âgé seulement de 16 ans. C'est un sport en pleine expansion à tel point qu'une section jeune a ouvert cette année. Je parle du roller hockey débarqué en Principauté pour remplacer le hockey sur glace. Gaëtan Lebrun et Marie-Ève Béé sont allés à la rencontre des enfants et adolescents fédérés autour d'un visage bien connu de Monaco Info. Ça fait maintenant 6 ans que je fais du hockey et j'ai découvert le hockey grâce à ma mère. Ce qui me plaît dans le hockey, c'est la stratégie et l'action. Parce que je suis une fille qui aime l'action. La section jeune des Monaco Barracuda, le club de roller hockey de la Principauté, vient d'être mise en place. Au programme, un entraînement tous les samedis de 9h30 à 11h au gymnase du lycée Régnier 3. L'équipe compte déjà une quinzaine de futurs hockeyeurs âgés de 6 à 15 ans. Les entraînements sont ouverts à tous. L'occasion idéale pour tous les jeunes de s'essayer à ce sport qui offre des sensations de vitesse et de liberté et pourquoi pas se découvrir un talent caché pour le hockey. Cette glisse, cette sensation de liberté, cette sensation de légèreté, voilà, c'est assez fascinant. On vole. Il y avait le ice skating auparavant mais qui a été abandonné et c'est au mois d'août que j'ai su qu'on avait la possibilité d'inscrire Henry James à une équipe de roller hockey. Donc on a tout de suite été enthousiastes pour pouvoir s'enregistrer auprès de Fabien. Une initiative de son président Fabien Bonilla et du responsable du roller hockey Benjamin Orlandini dans le but de développer ce sport en Principauté. L'équipe adulte compte déjà une trentaine de joueurs et dispute cette année la Coupe de France de roller hockey. L'objectif maintenant, offrir aux nouvelles générations la possibilité de prendre part à cette aventure. Si tu veux qu'il y ait des joueurs qui progressent, il faut qu'il y ait une section jeunesse. Il faut que ces jeunes grandissent et appris à faire du roller hockey pour pouvoir après faire partie de l'équipe senior tout simplement. En fin de saison, on va certainement les inscrire dans des tournois pour qu'ils puissent se confronter avec d'autres équipes. C'est très facile en roller hockey. L'objectif pour le moment, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir. C'est le plaisir. C'est-à-dire qu'on veut qu'on puisse les essorer tellement ils ont transpiré, mais qu'ils repartent avec un grand sourire. A noter qu'en parallèle du roller hockey, il est possible de s'essayer au curling qui dispose d'une équipe féminine et masculine au sein du club. Fabien Bonilla, que vous venez d'entendre dans ce sujet, a troqué sa crosse pour son micro. Nous le retrouvons dans cet entretien avec Céline Cota-Lorda. Alors que la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes aura lieu demain, le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes qu'elle chapeaute a lancé une campagne dont elle livre les détails. Céline Cota-Lorda, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous lancez une campagne qui s'intitule « De l'ombre à la lumière », c'est-à-dire déjà, pourquoi ce titre ? Parce que cette année, on voulait évoquer le parcours des victimes vers la liberté retrouvée, la résilience qu'il faut pour se sortir d'une situation de violence, donc où on est dans l'ombre, on est coupé du monde extérieur et comment est-ce qu'on peut retourner vers la lumière, vers du coup une manière de se défaire de l'emprise dans laquelle on était. Et à cette occasion, vous proposez un livre digital, c'est ça ? Alors c'est ça, le sous-titre de la campagne, c'est Chronique des violences invisibles. Et donc, qui dit chronique, il y a des chroniqueurs, il y a des intervenants. Et chez nous, les intervenants, ce sont les accompagnants, les professionnels qui prennent en charge ces femmes victimes de violences. Donc, on a donné la parole à 9 professionnels. Et ce sont ces professionnels qui nous racontent dans le livre digital le parcours des victimes, comment est-ce qu'elles passent de l'ombre à la lumière. Et comment peut-on se procurer ce livre digital ? Où le trouve-t-on ?
Alors le livre est sur le site internet du Comité des droits des femmes, donc dfm.mc. Il va être également disponible en podcast sur la chaîne YouTube de Monaco Info, puisque donc le livre, il y a une version écrite, on peut lire les interviews, mais on peut également les écouter en audio, en format podcast. Il y a plusieurs rendez-vous aussi organisés du 22 au 29 novembre. Quels sont-ils? Que va-t-il se passer? Du 22 au 29 novembre, il y a pas moins de 8 conférences qui sont organisées. 3 conférences organisées par le Comité des droits des femmes, le 25, le 27 et le 28 novembre, sur la thématique des violences économiques, des violences faites aux femmes en situation de handicap, et puis sur la thématique des violences dans le sport. Et puis à côté de cela, des associations comme le Zonta Club, Entre Parents, le MWF ou le Club Sœurs Optimistes organisent d'autres interventions, tables rondes, projections. Donc il y a vraiment une grande mobilisation, et ça va permettre de donner plus d'ampleur à notre message et de mettre vraiment le focus sur cette thématique. Et en termes de violences faites aux femmes, qu'en est-il en principauté ? Alors en principauté aussi, malheureusement, il y a des faits de violence qui se déroulent. On n'est pas exempté de ce phénomène-là. Donc là, on a les chiffres sur les 10 premiers mois de l'année. C'est 49 cas de violence qui ont été recensés par la direction de la sûreté publique, et déjà 35 femmes qui ont poussé la porte de la VIP depuis le début de l'année. Donc c'est des chiffres qui sont pour l'instant relativement stables par rapport aux années précédentes, mais donc vous voyez une quarantaine, une cinquantaine de cas recensés, pour ne parler que de ces 2 entités. Alors une femme est violentée, qu'est-ce qui est fait à Monaco? Quelle est la prise en charge? Comment ça se passe? Alors, il y a des dispositifs qui existent, un maillage de professionnels qui est quand même très, très important en principauté. Une femme peut passer par différentes entrées, en fait. Une des portes d'entrée, c'est l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, la VIP, qui accueille, qui donne du conseil et qui aide aussi les femmes à se sortir des situations. Ensuite, bien évidemment, les services sociaux du gouvernement, la DASO en particulier, peut accueillir les femmes victimes de violences. Et puis lorsque les situations sont beaucoup plus, j'allais dire, dans une forme d'urgence et de prise en charge, bien entendu le CHPG accueille également ces femmes. Et puis la porte de la police doit être poussée pour déposer plainte, pour que derrière puisse être engagée à minima une séparation avec l'auteur des faits, voire même derrière des poursuites judiciaires. Je le rappelle, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, vous lancez une campagne de l'ombre à la lumière avec la sortie d'un livre digital et de nombreux rendez-vous du 22 au 29 novembre. Céline Cotalorda, merci. Merci à vous. Et le programme complet des conférences est à retrouver sur le site du comité. La prochaine a lieu ce lundi à 18h30 au lycée Régnier 3 sur le thème des violences économiques. Comme chaque dimanche qui suit la fête nationale, la Principauté a célébré la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Une édition quelque peu perturbée par la pluie cette année, la mairie a dû réduire son programme. Les défilés n'ont pas pu avoir lieu, mais la cérémonie riche en musique a tenu toutes ses promesses, comme vous allez le voir dans ce reportage de Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Humbert. Une tradition à Monaco, la cérémonie de la Sainte Cécile, l'occasion de rendre hommage à cette patronne des musiciens, un jour où toutes les entités musicales monégasques peuvent se retrouver afin de jouer ensemble. Il n'y a aucune compétition, c'est ça qui est intéressant. Par contre, on essaye de sortir, de dégoter la nouvelle pièce qui n'a pas été jouée pour faire plaisir aux collègues, pour faire plaisir aux autres entités. On se fait découvrir des pièces intéressantes. Voilà. Mais c'est toujours très bon enfant et dans une émulation de joie et de célébration. La pluie n'aura pas totalement gâché cette matinée avec une cérémonie religieuse réussie. C'était la Sainte Cécile. Et parfaitement musical. Oui, c'est important, la musique, je pense que c'est aussi ce qui nous aide à communier, donc c'est super. Après la signature des registres au Palais, le rendez-vous était à la mairie avec une réception afin de clôturer cette matinée festive. Pour nous, c'est très important parce que déjà la mairie, c'est vraiment la gardienne des traditions de Monaco. Donc la Sainte-Cécile, ça fait vraiment partie de nos fêtes traditionnelles qui nous tiennent vraiment à cœur.
Donc elle suit la fête nationale aussi, donc ça termine un petit peu les festivités. Et se réunir vraiment tous en mairie, ça montre vraiment que la mairie c'est la maison donc des Monégasques et justement la maison des traditions aussi. Donc c'est important pour nous de célébrer, de terminer avec vraiment le verre de l'amitié, cette magnifique cérémonie d'aujourd'hui. L'occasion d'annoncer la sortie du second enregistrement de chants monégasques par les chœurs d'enfants de l'Académie Régnier 3. C'était l'événement de la semaine et même de l'année. Nous avons choisi ce dimanche de vous faire revivre la fête nationale monégasque, les temps forts qui ont marqué cette journée de communion autour de la famille princière. C'est avec Christine Petit-Homel. Une fête nationale qui fut marquée par 3 temps forts ce mardi 19 novembre, la prise d'armes, la messe solennelle d'action de grâce et le fameux défilé militaire. Pour ouvrir les festivités, le souverain accompagné de son épouse, la princesse Charlène et de ses sœurs, son Altesse royale, la princesse de Hanovre et la princesse Stéphanie, a assisté à une messe d'action de grâce à la cathédrale de Monaco. Un tédéum présidé par Monseigneur Dominique Marie-David. Il s'agissait de la 5e fête nationale pour l'archevêque de Monaco. Le ministre d'État Didier Guillaume participait quant à lui pour la toute première fois à cette fête nationale. Si nous voulons contribuer modestement à la transformation, à la reconstruction du monde, il nous faut réapprendre ce qu'est l'homme. Après l'homélie de Monseigneur David, 2 autres temps forts ont marqué cette messe d'action de grâce, le Tédéum et la prière pour le prince, un moment de recueillement toujours très émouvant. Après le Tédéum, la prise d'armes a été donnée dans la cour d'honneur du Palais Princier. Grande invitée cette année de cette fête nationale, la garde républicaine. Après que l'hymne national de la principauté ait retenti, une hymne interprétée cette année a cappella par le chœur des carabiniers, le souverain a ensuite passé en revue les troupes et a salué l'étendard sous le regard bienveillant de son épouse, de ses sœurs et de ses enfants. Pour l'occasion, le petit prince Jacques était habillé comme son papa en uniforme de carabinier. Le prince Albert II a remis les galons aux militaires de la force publique promus en 2024 à 18 sapeurs-pompiers et 6 carabiniers avant de remettre les insignes de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. 2 distinctions ont été remises cette année pour le corps des carabiniers du prince. Ce sont le commandant Hervé Mathieu et l'adjudant Stéphane Combalusier qui ont reçu cette distinction. 9 membres du personnel du Palais Princier ont ensuite reçu des mains du souverain la médaille d'honneur ou du travail pour service rendu. Une cérémonie qui s'est achevée avec un moment attendrissant avec le salut du petit prince Jacques à son papa, le prince Albert II. La prise d'armes qui rassemblait la compagnie des carabiniers du prince, la force publique et le corps des sapeurs-pompiers de Monaco s'est ensuite déroulée sur la place du Palais Princier en présence du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Aux fenêtres de la Galerie des Glaces, le prince souverain, la princesse Charlène et leurs enfants, le petit prince Jacques et sa sœur, la princesse Gabriella, étaient au cœur des festivités. Le ministre d'État Didier Guillaume, qui a pris ses fonctions en septembre dernier et qui participait, je vous le rappelle, pour la toute première fois à la fête nationale, est apparu dans un nouvel uniforme, un costume de ministre d'État, un nouvel habit pour insuffler une nouvelle dynamique. Didier Guillaume a passé en revue les troupes et s'en est suivi la remise des décorations. 8 médailles d'honneur ont été remises cette année, des insignes qui viennent récompenser le nombre d'années de service passées auprès de la famille princière et de la principauté. Autre temps fort, le défilé militaire qui se déroulait sous les fenêtres du Palais Princier. Un défilé particulier cette année puisqu'il se tenait en compagnie de la garde républicaine, grande invitée de cette fête nationale monégasque 2024, et un défilé qui célébrait également le 80e anniversaire de la libération de Monaco. Les spectateurs ont ensuite pu assister à un intermède musical hors du commun puisque le chœur de l'armée française a interprété pour l'occasion Le jour le plus long et Sous le ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Les troupes à pied ont débuté ensuite le défilé militaire sur la marche de la 2e DB, tout comme le défilé motorisé, un détachement motorisé composé pour l'occasion de 9 motocyclistes des Carabiniers du Prince, de 4 engins de secours et de lutte contre l'incendie et de 9 motocyclistes de la sûreté publique. Et une surprise, et pas des moindres, le régiment de cavalerie de la garde républicaine s'est jointe au défilé militaire. La garde républicaine qui a d'ailleurs signé, je vous le rappelle, il y a quelques jours une convention avec la compagnie des Carabiniers du Prince, une convention qui portera sur plusieurs aspects et qui sera précieuse pour les 2 unités. Le chant des marais a ensuite été joué par l'orchestre des Carabiniers du Prince et le chant des partisans a été interprété par le chœur de l'armée française. Un moment très émouvant avec la formation de la Croix de Lorraine et ces chants de résistants appelés également chants des déportés puisque le chant des marais avait été composé dans les camps de concentration et le chant des partisans a servi d'hymne à la résistance française durant l'occupation du pays par les nazis. Un hommage donc très poignant qui a beaucoup ému le prince souverain, sa famille et les spectateurs présents. Un hommage ensuite également été rendu, bien sûr, comme chaque fête nationale, au couple princier, une cérémonie qui s'est achevée avec la garde à l'étendard du prince souverain. Après les honneurs, la population s'est comme de coutume réunie pour acclamer le couple princier et ses enfants, des marques d'amour, d'affection et de dévouement qui clôturent donc en beauté cette fête nationale 2024. Avez-vous déjà entendu parler du baby clash ? Ce terme fait référence à la crise du couple de jeunes parents, quelques mois seulement après la naissance de leur bébé. Pour éviter la séparation et traverser au mieux cette période, la mairie a organisé un atelier autour de ce phénomène. Ce qu'il fallait en retenir, c'est avec Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Avoir un enfant, c'est une joie immense, du bonheur pour un couple, mais c'est aussi une révolution, une tornade, un changement de vie, et parfois certains parents ne s'y sont pas préparés ou n'ont pas imaginé que le changement pouvait être aussi grand. D'où la thématique, le Baby Clash. Plusieurs jeunes parents se sont rendus au foyer Sainte-Dévote de la mairie, situé sur le Rocher, où l'espace parents les a accueillis ce vendredi entre midi et 2 pour les écouter et répondre notamment à cette question, comment prévenir et surmonter les tensions dans le couple après l'arrivée du bébé ? C'est toujours intéressant de venir prendre les conseils d'une professionnelle ou d'un professionnel dans ce domaine. Et aussi, ça fait beaucoup de bien d'écouter les vécus, les expériences des autres parents. Les espaces échanges donnent la possibilité aux parents de venir parler de leurs problématiques ou alors s'il n'y a pas de problématique, de venir poser leurs questions. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre cette situation, donc déjà ça les soulage beaucoup. Et puis l'éclairage de la psychologue et de moi-même les aide à trouver des solutions. Les solutions, c'est de maintenir au mieux une communication, notamment sur les attentes qu'on a envers son conjoint ou le coparent, pour que chacun puisse se réajuster, un petit peu comme des Rubik's Cube. Chacun retrouve la bonne place. Et puis au mieux, c'est d'anticiper, d'en discuter avant l'arrivée de bébé, et d'anticiper au mieux, de s'entourer au mieux, et puis d'aller chercher de la ressource. Là où il y en a, du coup. L'espace parents organise des rencontres de ce genre les mardis entre 17h et 18h30 ou les vendredis entre 12h30 et 14h. Parmi les prochaines thématiques abordées, les bienfaits de la tétine, l'adaptation à la crèche, l'allaitement maternel et plus proche dans le temps. Mardi 26 novembre, il sera question de l'éducation ou comment allier bienveillance et autorité dans l'éducation de son enfant. Et ce sera toujours au foyer Sainte-Dévote. Ce temps automnal est le temps idéal pour s'enfermer dans les salles obscures. Cela tombe bien, ce mardi, la pluie devrait faire son retour et ses jours de projection au Théâtre des Variétés. Dans le cadre du cycle Tout l'art du cinéma, le film Loin du paradis sera projeté à 19h. Fabien Bonilla a reçu Vincent Vatrican pour nous en dire un peu plus sur l'intrigue basée sur la vie d'une femme au foyer modèle qui un jour surprend son mari embrassant un autre homme. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, c'est un film de 2001 de Todd Haynes dont on va parler. Le titre, Loin du paradis. Quelle est l'histoire du film, tout simplement ? Alors, c'est une histoire qui se déroule à la fin des années 50 aux États-Unis.
dans une société, dans un contexte et dans un milieu social bien rangé, ou famille bourgeoise, blanche, femme blanche américaine, femme au foyer, dont la vie est toute tracée. C'est ça, c'est une sorte de Desperate Housewives des années 50. Oui, une femme qui est un peu délaissée par... On pourrait dire ça, mais évidemment, c'est pas ça qui intéresse le cinéaste. Et qu'est-ce qui l'intéresse, le cinéaste? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le moment où ça dérape. Ouais. C'est le moment où... alors déjà, c'est ce qui intéresse toujours Todd Haynes dans ses films. Pour tout ce que j'ai pu voir de Safe ou tout dernier, chaudement recommandé par la maison, May December, avec Nathalie Portman et Julianne Moore de nouveau, le moment où ça dérape, où le vernis se fissure, où justement on passe de l'autre côté du miroir. Et là, la découverte de l'homosexualité de son mari, c'est pour elle, jouée par Dennis Quaid, tout s'effondre. Je dirais même que c'est ce qui donne le mouvement du film. Grand 1, tout va bien et d'un seul coup tout s'effondre. Et deuxième temps, de ce champ de ruines survient quand même une renaissance qui passe par, pour aller jusqu'au bout, après on en dira pas trop, les sentiments qu'elle va éprouver pour son jardinier. Denis Eisbert. Voilà, formidable. Qui était le président dans 24 heures chrono, pour ceux qui sont sérieux. Qui est noir. Oui, c'est ça, parce que c'est sur fond de ségrégation quand même le film. Instruit et idéaliste comme elle. Donc voilà, replongeons-nous dans le contexte des années 50 où dans certains États, les Noirs ne pouvaient pas monter dans les mêmes bus que les Blancs. Et est-ce que l'on peut dire que c'est un beau film? Je sais, quand j'en parlais à ma femme, quand je lui ai dit que Loin du paradis serait projeté, elle me dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce film !» Est-ce que c'est un beau film? C'est un très beau film. Un très beau film. Oui, un beau film, on voit... Il y a toujours un peu des beaux films sur les écrans, mais il faut distinguer le très beau... Ce qui est beau et très Non, c'est très beau. Performance des acteurs, c'est un très grand directeur d'acteurs, Todd Haynes. C'est un cinéaste que je serais en capacité de faire une rétrospective Todd Haynes, je la montrerai aujourd'hui. Mais écoutez, allons voir un très très beau film, Loin du paradis. Merci Vincent. J'en prie Fabien. Feels like there's no one left in the world that I can talk to. Sometimes it's the people outside our world we confide in best. Passons plus en détail à vos prévisions météo. Pour cela, Marie Bonnet-Blanc nous a rejoint en studio. Bonsoir Marie. La pluie va-t-elle nous poursuivre au cours de la semaine ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Et non, quelques éclaircies devraient revenir dès demain, avec néanmoins quelques nuages dans la journée. Côté température, elles seront de saison, avec 12 degrés dans la matinée et jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. Demain, on n'oubliera pas de souhaiter une très bonne fête à toutes les Catherine. Et à toutes les célibataires. Merci Marie. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain à la présentation Christophe Paco. Et puis, qui dit lundi, dit sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Geneviève Berthier aura le plaisir d'échanger avec Sébastien Usher sur le parcours et les projets de cet accompagnateur au changement, comme il se définit. Lui qui, après avoir mené une carrière dans la gendarmerie, se consacre désormais à la sauvegarde de la planète. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine.